Fabienne Battaglia-Brunet qui va faire, cette intervention, donc qui est chercheur, ici au BRGM et qui, est microbiologiste à la base et qui développe depuis de très nombreuses années, des études qui mettent en œuvre des micro-organismes, qui permettent justement d'aller traiter ces effluents, des micro-organismes qui fonctionnent, enfin qui ont des métabolismes associés, au cycle du fer, de l'arsenic, du manganèse. Voilà et ben, Fabienne, c'est à toi. Merci beaucoup au GDR Prométhée de m'avoir invité à faire cette présentation. Aujourd'hui, je vais vous parler des procédés en biofiltre pour le traitement des eaux de mine chargées en métaux et métalloïdes, en présentant un petit peu nos démarches multi-échelles. Et bien sûr, tous les résultats que je vais montrer sont le résultat de travail d'équipe. Euh, et voilà, et donc je ne fais que porter le message de tous les collaborateurs qui ont contribué à ces travaux. Donc la géomicrobiologie dans l'environnement minier euh, est, est étudiée au BRGM. Et là, je vous présente un petit peu sur cette slide, je vous présente les différentes thématiques de recherche sur lesquelles les microbiologistes au BRGM se penchent euh, pour, pour faire avancer les connaissances et l'efficacité des procédés dans le domaine minier. Et aujourd'hui, les domaines dont je vais vous parler en particulier sont liés à la remédiation et à la récupération de ressources minérales grâce à des bactéries. Et en particulier pour la récupération ou le traitement des eaux de mine qui contiennent des métaux et métalloïdes. Et d'abord, un petit peu vous expliquer pourquoi est-ce que sur les sites miniers, on retrouve des eaux qui peuvent être chargées en métaux et métalloïdes. Comment est-ce que les activités minières influencent la géochimie des eaux. Donc, il y a deux principales sources d'eau de mine qui vont être les interactions aux roches au niveau des galeries de mine puisque dès qu'on va creuser une galerie, on va modifier l'hydrosystème et l'eau va s'engouffrer dans les galeries et en interagissant avec les roches chargées en métaux, elles vont se charger elles-mêmes en métaux. Et puis, il y a bien sûr les dépôts de déchets miniers qui sont soumis à la pluie, à la neige, et qui peuvent également recevoir une partie des eaux souterraines, en particulier des nappes superficielles, et au niveau desquelles il va également y avoir des réactions d'interaction aux roches faisant intervenir des bactéries et qui vont se charger en métaux et métalloïdes. Donc tout cela nécessite des mesures de gestion qui sont pas toujours faciles à mettre en œuvre. Déjà, il faut développer les meilleures techniques et ensuite, il faut avoir les moyens de les mettre en œuvre, ce qui n'est pas évident, surtout quand les sites n'ont plus d'activité, quand il s'agit de sites de mines fermées ou de sites orphelins. Voilà. Et donc là, je vous donne trois exemples de sites sur lesquels nous avons travaillé et dont je vais vous reparler au cours de la présentation. Donc il y a une ancienne mine dans le Rhône, la mine de Chécy, et là, on a typiquement une eau qui va sortir des galeries chargée, qui est acide, chargée en fer, en cuivre, en zinc en particulier. L'ancienne mine de Carnoulès dans le Gard, où on va avoir une très forte problématique de drainage très acide et très arsénié. Et puis le site de l'Opérec, qui n'était même pas une mine, mais juste une galerie d'exploration et qui a généré un exore qui se charge en fer et en arsenic. Voilà. Alors, comment est-ce que les bactéries peuvent être utilisées pour favoriser la purification des eaux? Donc, il y a plusieurs processus. Déjà, pour certains éléments, on va avoir une modification de la spéciation des éléments en phase liquide qui peut aider la remédiation. Par exemple, l'oxydation de l'arsenic 3 arsénite en arsenic 5 arsénate. Ensuite, on va avoir des réactions de bioprécipitation soit des bioprécipitations en conditions oxydantes, par exemple quand on va favoriser la bioprécipitation du fer ou du manganèse,
ou des réactions de bioprécipitation en conditions réductrices, par exemple la bioprécipitation de sulfure grâce aux bactéries sulfato-réductrices. Alors, souvent, les processus biologiques sont difficiles à... Il est difficile de démontrer l'avantage qu'on peut apporter avec des bactéries parce que les bactéries sont, disons, elles ont la réputation d'être difficiles à maîtriser. On dit souvent que les procédés biologiques sont instables, vont être très dépendants des variations de conditions. Et par ailleurs, elles sont souvent les réactions biologiques en concurrence avec les réactions chimiques. Et des fois, on se dit, bah, à quoi servent les bactéries dans le milieu? Et c'est un petit peu cette histoire pour l'arsenic que je vais vous raconter pour vous expliquer un petit peu comment on a été amené à développer un procédé passif pour traiter l'exor de galerie du site de l'Opérec. Voilà. Donc au départ, on a commencé à travailler sur le cycle de l'arsenic euh, avec un site sur lequel de nombreux collègues du BRGM ont contribué à une étude multidisciplinaire avec de la géochimie, de la modélisation et de la microbiologie, qui était le site de l'ancienne mine d'or de Cheny à Saint-Thierry-la-Perche en Haute-Vienne où a été accumulé un tas de résidus miniers de 500 000 tonnes de résidus contenant 0,5% d'arsenic. Voilà, donc ce site, tel qu'il était quand on a fait le projet de recherche en 1997, voilà, c'était le tas principal de résidus qui était oxydé en surface. Et puis, il y a eu des travaux de réhabilitation qui ont été réalisés depuis, avec le terril qui a été remodelé, qui a été confiné, recouvert de terre et végétalisé, et mise en place d'un bassin recueillant les eaux. Mais donc, dans les travaux de recherche antérieurs qui ont été réalisés sur ce site, les microbiologistes de BRGM ont mis en évidence la présence de bactéries capables d'utiliser l'arsénite comme source d'énergie. Et on a été amené à isoler une souche qui appartient au genre Thiomonas, qu'on a appelée Thiomonas arsenivorans, qui utilise donc l'arsenic 3 comme source d'énergie pour sa croissance. Et donc, elle va pousser avec des concentrations élevées en arsenic. Classiquement, on la fait pousser en présence de 100 mg par litre d'arsenic. Et cette bactérie, sachant que pour traiter les eaux qui contiennent de l'arsenic 3, en général, on commence par une phase d'oxydation, on a pensé qu'elle pouvait être très utile dans certains procédés pour éliminer l'arsenic de l'eau. Donc là, l'idée, c'est d'oxyder l'arsenic 3 en arsenic 5, et ensuite, l'arsenic 5 peut être plus facilement éliminé de l'eau, par exemple par adsorption sur des oxydes de fer ou des alumines. Et voilà, donc on a isolé la souche, on a déposé un brevet en 2000 concernant les bactéries utilisables pour oxyder l'arsenic, la façon de les sélectionner et leurs applications pour traiter des milieux renfermant de l'arsenic. Mais est-ce que cette réaction va être utile dans des milieux qui contiennent très peu d'arsenic 3, sachant qu'on peut avoir des réactions d'oxydation abiotiques? En particulier, si on a très peu d'arsenic et beaucoup de fer ferrique, on peut imaginer qu'il peut y avoir des réactions d'oxydation qui sont réalisées et qui n'ont pas besoin des bactéries. Par ailleurs, quand il y a très peu d'arsenic 3, les bactéries qui se nourrissent d'arsenic 3 ne sont peut-être pas très favorisées. Et donc, dans ce cas-là, est-ce que ça vaut le coup d'essayer de les utiliser pour traiter l'eau? Et c'est cette problématique que l'on a abordée lorsqu'on a commencé à travailler sur le site de l'Opérec dans le Finistère. Voilà. Donc, sur ce site, il y avait beaucoup moins d'arsenic dans l'eau que dans les eaux souterraines de Chény. Il y a de l'arsenic en concentration variable autour de 1 mg par litre et du fer 2. Donc, il s'agit d'une eau de mine qui est réductrice lorsqu'elle sort de la galerie, qui est réduite, qui contient du fer 2 et qui a un pH proche de la neutralité.
Donc l'arsenic se trouve à peu près à moitié sous forme d'arsenic 3. Quand on a commencé à travailler sur ce site, on a commencé à voir s'il y avait un potentiel d'oxydation de la S3 par les communautés microbiennes du site. Et pour cela, on est allé prélever des échantillons dans différents compartiments entre la résurgence et la rivière qui est le milieu récepteur. Et on a réalisé sur tous ces échantillons des tests d'activité. Donc des tests d'activité pour voir s'il y avait quelle était l'activité biologique d'oxydation de la S3 en AS5, sachant que les bactéries, pour faire cette oxydation, mettent en œuvre une enzyme qui s'appelle l'arsenite oxydase. Voilà. Et donc, on a vérifié que sur le site, il y avait des bactéries qui possédaient cette enzyme qui était capable d'oxyder l'arsenic 3 en arsenic 5. Et vous voyez que le test, il se fait dans un milieu riche, très riche en arsenic et qui ne contient pas de fer. Donc, on voit, par exemple, que les sédiments du petit bassin de décantation qui était à la sortie de l'Exor sont ceux qui présentent l'activité la plus élevée. Et l'eau qui sort de la galerie, c'est celle qui a le moins d'activité, mais elle contient, elle aussi, un potentiel de bactéries capables d'oxyder l'arsenic 3. Donc voilà, on est arrivé à cette étape-là, à savoir est-ce que ça vaut le coup de développer un procédé biologique? Est-ce que les bactéries sont utiles ou pas pour éliminer l'arsenic de l'eau, sachant que cette eau, elle contient du fer en proportion favorable pour pouvoir coprécipiter l'arsenic lorsque le fer va s'oxyder et précipiter, sachant que le fer 2 à pH proche de la neutralité s'oxyde spontanément avec l'oxygène assez rapidement et qu'on n'est pas sûr que les bactéries soient vraiment actives à très faible teneur en arsenic. Donc pour cela, on a réalisé une petite expérience au laboratoire avec deux colonnes, deux petites colonnes qui ont été menées en parallèle, stérilisées. Et donc dans une de ces colonnes, on a inoculé avec de l'eau du site. Et l'autre colonne est restée stérile. Et les deux colonnes ont été alimentées avec une eau synthétique qui reproduit la composition de l'eau de l'Opérec. Voilà. Et puis on a fait un bullage d'air. Et cette petite expérience, elle a permis de donner une réponse à la question est-ce que ça vaut le coup d'essayer d'utiliser des bactéries pour traiter cette eau? Effectivement, on a vu que dans la colonne stérile, l'arsenic restait sous forme arsenic 3, bien que le fer soit oxydé de fer ferreux en fer ferrique, alors que dans la colonne inoculée, très rapidement, on voyait disparaître à la fois l'arsenic 3 et l'arsenic total. Donc cette petite manip, cette petite expérience nous a montré que les bactéries, même si on avait peu d'arsenic et qu'on avait du fer ferrique, les bactéries peuvent jouer un rôle sur ce site. Et donc, cela nous a orientés vers le développement d'un procédé biologique passif utilisant les bactéries du site de façon à oxyder l'arsenic 3 en arsenic 5 pour favoriser l'absorption de l'arsenic 5 sur les hydroxydes de fer, principalement de la ferrihydrite, qui sont formés lorsque le fer ferreux de cette eau va s'oxyder. Et donc, pendant de nombreux mois, nous avons fait des expériences en colonne de 2 litres pour étudier ce procédé. Donc là, c'est l'évolution des paramètres. Quand on a augmenté le débit, donc on a beaucoup réduit le temps de séjour dans la colonne jusqu'à une demi-heure. Et donc là, on voit que le fer ferreux s'oxyde très efficacement. L'arsenic 3, dans ce type de colonne, va également être très efficacement oxydé en arsenic 5. Après quelques jours d'inoculation, de mise en place de l'activité du biofilm, vous voyez, il a fallu à peu près 4-5 jours pour qu'on puisse oxyder totalement l'arsenic 3 en arsenic 5. Et l'arsenic total, donc l'arsenic total, on voit qu'il va chuter progressivement au fur et à mesure qu'il va y avoir un dépôt de ferrihydrite dans la colonne. Eh bien, on va avoir l'absorption de l'arsenic 5 qu'on produit par oxydation biologique de l'arsenic 3 en arsenic 5, sa fixation sur les oxydes de fer. Et on arrive, après 10 jours d'expérience à peu près, on arrive en dessous de la limite qu'on s'est fixée de 100 microgrammes par litre en sortie de colonne.
Voilà. Et donc, à cette époque, on ne faisait pas encore de séquençage haut débit, on faisait du clonage séquençage, mais on avait quand même identifié des bactéries intéressantes dans le biofilm du laboratoire, dont certaines sont connues pour oxyder le fer, bien que le fer puisse s'oxyder sans elles, Leptotrix et Gallionella, et des bactéries qui sont connues également pour porter le gène de l'arsénite oxydase, comme Ralstonia, Variovorax ou Pseudomonas. L'étape suivante a été de vérifier que ça fonctionnait sur le site avec l'eau réelle, puisque tout ce qu'on a fait au laboratoire, c'était avec une eau synthétique reconstituée. Et donc, on a transporté sur site une des colonnes inoculées au laboratoire qu'on a mis à côté d'un témoin d'une colonne non inoculée pour voir combien de temps il fallait sur le site pour que une pouzzolane s'inocule naturellement avec les bactéries de l'eau réelles et se deviennent efficaces. Voilà, donc vous voyez la comparaison entre les deux colonnes, celle qui était déjà bien rouge parce qu'elle avait fonctionné au laboratoire et celle qui contenait de la pouzzolane propre. Et voilà, donc on a fait cette expérience sur le site pendant 80 jours. Et vous pouvez voir que ce qui est intéressant de constater, c'est que la colonne qui avait été inoculée au laboratoire a été efficace immédiatement pour l'oxydation du fer ferreux et pour l'oxydation de la S3. Euh, la colonne avec de la pouzzolane propre, elle a mis à peu près 10 jours à devenir bien efficace pour l'oxydation du fer 2. Et pour l'oxydation de l'arsenic 3, ça a été un petit peu plus rapide, ce qui est un petit indice qui montrerait que quand même, quand on a des bactéries ferro-oxydantes, ça peut accélérer aussi la réaction, bien que le fer puisse s'oxyder spontanément sans bactéries. Et au niveau de l'arsenic total, bah, comme on a vu au laboratoire, on est bien en dessous des 100 microgrammes qu'on s'était fixé. Et avec la pouzzolane propre, ça met à peu près une dizaine de jours à se mettre en place. Voilà, donc bah, ces travaux avaient été valorisés avec tous les collègues qui avaient contribué à l'époque. Et puis, la suite a été la mise en place de pilotes puisque bah, en fait, si on veut faire un traitement réel, bah, ça ne sera pas en colonne, ça va être dans des bassins. Donc, puis il est indispensable de voir l'effet du changement d'échelle. Donc, ce pilote qui avait été mis en place par mes collègues, donc Anne-Gwenaëlle Guézenec et Solène Touzé en particulier, qui avaient fait le design et qui ont mis en place et dirigé la réalisation des expériences sur ce pilote et qui ont confirmé l'intérêt de ce procédé pour nettoyer l'eau de l'exorde de l'Opérec. Et cela a été suivi par le design et la construction d'une station en taille pleine échelle qui est entièrement passive. C'est-à-dire que à la topologie du site, il y a suffisamment de dénivelé pour que l'oxygénation puisse se faire par des cascades et ensuite, tout se fait de façon passive et on sait que des bactéries contribuent à l'élimination, en particulier de l'arsenic, et on va voir aussi un petit peu contribuer à l'élimination du manganèse sur ce site. Voilà, donc la station, elle est constituée de deux très grands bassins de décantation qui sont suivis de deux bioréacteurs. Donc les bassins de décantation, dans mon souvenir, ils font à peu près 300 mètres cubes et les bioréacteurs à peu près 30 mètres cubes remplis de pouzzolane. Voilà, et donc là, bah, c'est la station en fonctionnement avec une vue des décanteurs des biofiltres. Et alors, on a eu la chance de pouvoir faire du suivi lors de de la mise en place du traitement les 2 premières années, de faire des suivis bah, de géochimie et aussi de microbiologie, de biologie moléculaire. Voilà, là en fait, je ne vais pas tout vous montrer, mais je vous montre juste comment évolue la proportion d'arsenic 5 dans l'eau qui sort de la galerie, dans le bassin de décantation et dans les biofiltres. Donc on voit qu'il y a une très grande partie de l'oxydation qui est réalisée dans les bassins, parce qu'ils ont un long temps de séjour.
Et dans le biofiltre, il y a un petit peu une finition. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, vous voyez, à droite, ce qui est représenté, c'est la proportion du gène qui code pour l'arsénite oxydase, qui est le gène AIOA, par rapport au marqueur universel, qui est le gène 16S, qui donne un petit peu l'évolution de la proportion de bactéries qui sont capables d'oxyder l'arsenic. Alors, dans les boues des bassins de décantation, c'est en vert et dans les boues prélevées sur le biofiltre, c'est en bleu. Et vous voyez qu'on a une forte proportion dans les boues des bassins de décantation de bactéries capables d'oxyder l'arsenic. Voilà. Et en fait, les biofiltres, finalement, ne servent peu à l'oxydation de l'arsenic, finalement, mais plutôt prennent le relais pour faire l'oxydation du manganèse, qui également fait appel à des mécanismes biologiques. Voilà, donc ces travaux ont pu être valorisés en 2022 sur la mise en place de la station de traitement en pleine échelle. Voilà, alors je vais passer à la précipitation de sulfure. Donc là maintenant, on passe complètement dans un environnement complètement différent. On va travailler avec des bactéries anaérobies qui vont fabriquer des sulfures en réduisant le sulfate. Donc les bactéries sulfato-réductrices, ce sont des bactéries qui vont respirer le sulfate et cette respiration produit du sulfure d'hydrogène. Ces bactéries ont besoin, pour réduire le sulfate, pour respirer le sulfate, de donneurs d'électrons. Ces donneurs d'électrons peuvent être des substrats organiques, comme les acides organiques ou des alcools, ou alors peuvent être également le gaz dihydrogène comme donneur d'électrons, et elles consomment l'acidité, d'où leur intérêt pour traiter des eaux de mine acides. Donc, on a commencé sur cette thématique en travaillant avec un système assez perfectionné qui est actif et indirect. C'est-à-dire qu'en fait, on a mis au point un système, on a testé au laboratoire un système avec un bioréacteur qui était aussi un biofiltre alimenté avec de l'hydrogène, produisant de l'H2S qui était récupéré par stripping, et ensuite on faisait la précipitation sélective de métaux dans un réacteur chimique séparé. Alors l'intérêt, c'est que on peut, par tous ces systèmes actifs et chimiques, en utilisant des produits chimiques et tout ça, on peut ajuster exactement le pH dans le réacteur de précipitation, ce qui permet d'avoir une bonne sélectivité entre les métaux et de récupérer des sulfures de métaux en séparant ce qui était au départ tout mélangé dans l'eau de mine. Voilà, donc ça a été fait dans le cadre d'un projet européen du 5e PCRD, en particulier avec au démarrage une collègue, Stéphanie Fouché, qui avait fait un très gros travail pour développer les bioréacteurs, tous les systèmes, le stripping. Et donc, ce que vous voyez, H2S Production, c'est une colonne, c'est un biofiltre encore avec de la pouzzolane. Et on avait travaillé avec plusieurs effluents miniers, dont celui de Chessy, mais également une eau de mine acide provenant d'une mine espagnole, Tarsis, qui était bien riche en zinc et en cuivre. Donc ce que vous voyez sur la photo, on voit le bas du bioréacteur, et en dessous, on voit un réacteur tout noir qui était le réacteur de précipitation qu'on avait utilisé pour faire les expériences de récupération sélective, dont je vous montre un résultat ici. Voilà, donc on faisait varier le pH. Le pH est en bleu. Alors au départ, on était... Alors je ne vois pas ce qui se passe à cause de ça. Voilà, je vais le mettre de l'autre côté. Donc au départ, on était à peu près à pH 3,5. Et qu'est-ce qu'on a commencé à précipiter? Eh bien, le cuivre. Et en même temps, on réduisait le fer 3 en fer 2 en produisant du soufre élémentaire. Et ensuite, on a augmenté un petit peu le pH. Et là, on a pu récupérer le zinc sous forme de sulfure de zinc. Voilà. Donc ça, c'est un procédé qui est finalement mixte, qui est actif et qui allie en fait une étape biologique et une étape chimique. C'est une voie active qui fait appel à des équipements sophistiqués et c'est possible dans le cadre d'une installation industrielle active également. Mais c'est beaucoup moins envisageable quand on a des mines abandonnées et qu'on a très peu de moyens pour faire le traitement de l'eau. Voilà. Et donc sur ce projet, on était allé jusqu'à un pilote de 200 litres
Et on avait fait des valorisations, en particulier avec ma collègue Solène Touzé. Donc, par la suite, on s'est orienté vers ce qu'on appelle le traitement semi-passif. Donc, c'est pas du passif complet comme pour l'Opérec, parce que on est obligé quand même d'avoir des pompes pour nourrir les bactéries sulfato-réductrices sur le site. Mais par contre, au lieu d'avoir des bioréacteurs très compliqués avec du stripping, etc., on va avoir un biofiltre relativement frustre, un peu comme les bassins de Puzzolane. Voilà. Et voilà. Et donc ce système-là, il permet, en fait, c'est un petit peu un intermédiaire, et il permet en fait de pouvoir faire du traitement à des endroits où on n'a pas les moyens de mettre en œuvre des traitements très perfectionnés comme on a pu le faire avec l'hydrogène. Et on a commencé à travailler sur le site de Carnoulès, dans le Gard, qui est un site où il y a génération d'un DMA provenant en fait d'un dépôt de résidus miniers. C'était une ancienne mine d'argent et de plomb et de zinc, je crois, qui a accumulé des déchets miniers à un endroit où il y a des sources. Et donc, en fait, c'est plutôt des eaux souterraines qui vont percoler à travers les déchets miniers très riches en pyrite qui contiennent de l'arsenic. Et ça va générer un DMA, un drainage minier acide, qui contient 1 gramme par litre de fer, 100 mg par litre d'arsenic et 20 mg par litre de zinc. Donc, on a travaillé sur ce sujet avec le laboratoire du CNRS Hydrosense Montpellier, mené par Corinne Casio, d'abord dans le cadre d'un projet ANR qui s'appelait Ingecos DMA. Et dans ce projet, notre objectif était d'essayer de récupérer sélectivement l'arsenic, le zinc, dans le DMA de Carnoulès en utilisant la sulfato-réduction dans des biofiltres. Alors pourquoi est-ce qu'il est intéressant de précipiter des sulfures d'arsenic? Eh bien parce que les sulfures d'arsenic sont assez riches en arsenic. Leur piment contient 61% d'arsenic en masse. Donc ça permet de concentrer l'arsenic dans une petite quantité de solide. Et voilà. Et donc on avait commencé à travailler sur la précipitation de sulfure d'arsenic dans les bioréacteurs à l'époque d'un projet qui s'appelait Biomine. Mais dans ce cas-là, on travaillait avec des solutions synthétiques, alors que dans Ingecos DMA, on a tout de suite travaillé avec l'eau, le drainage mini-acide réel de Carnoulès. Et là, donc l'idée, c'est de faire du semi-passif en donnant aux bactéries à manger du glycérol comme donneur d'électrons. Le glycérol étant un alcool relativement peu coûteux et pas dangereux. Bon, par contre, il a quand même un coût, comme on considère également ce coût qui est important si on veut mettre ensuite en œuvre le procédé. Donc, quelles sont les réactions qui se produisent lorsqu'on fait la sulfato-réduction en présence de ce DMA de Carnoulès? Eh bien, on va oxyder le glycérol, produire des sulfures, et ensuite, l'arsenic va précipiter en premier parce qu'il précipite en conditions acides. Enfin, plus on est acide et mieux on précipite leur piment. Ensuite, eh bien, comme la réaction de sulfato-réduction va faire remonter le pH, on va commencer à arriver dans la zone de précipitation du zinc, autour de 4,5, de pH 4,5. Et là, eh bien, on va précipiter le zinc. Et ensuite, si on monte au-dessus de pH 5,5, on va commencer à précipiter du sulfure de fer. Alors, on a commencé par faire une expérience en batch. Et au cours de cette expérience en batch, on a pu constater que, eh bien, il est assez facile de séparer d'un côté le fer et de l'autre arsenic-zinc, parce que vous voyez là l'évolution de l'arsenic, du zinc et du fer au cours du batch, alors que le pH augmente et que les bactéries produisent du sulfure. Par contre, il est plus compliqué de séparer l'arsenic et le zinc. Voilà. Et donc là, en fait, c'est tous les points de cette expérience qui ont été mis sur une seule courbe, et donc qui vont montrer que, eh bien, on peut précipiter de l'arsenic tout seul quand on est à pH inférieur à 4,5, mais on va avoir une difficulté pour pouvoir faire une séparation complète avec l'eau de Carnoulès. Donc je vais accélérer parce que je vois qu'on a dû arriver au bout de l'heure. Donc
Pour essayer de faire cette séparation, on a travaillé sur des réacteurs en série en apportant différentiellement du glycérol dans le premier biofiltre et dans le deuxième biofiltre. Alors, on n'a pas réussi. Le résultat, c'est que on arrive bien à séparer d'un côté arsenic-zinc et de l'autre fer, mais par contre, on mélange les sulfures d'arsenic et les sulfures de zinc. Euh, on, euh, et en fait, c'est lié au fait qu'il y a beaucoup trop d'arsenic dans le DMA de Carnoules. Et donc, pour arriver à précipiter tout l'arsenic, eh ben, on va consommer trop de glycérol et on va dépasser le pH critique de 4,5 et donc on va commencer à précipiter du zinc. Voilà. Et donc, j'ai fait un petit calcul pour voir combien de zinc on peut séparés d'un effluent qui contiennent de l'arsenic. Donc en fait, si on avait eu l'inverse, c'est-à-dire beaucoup de zinc et un peu d'arsenic, on aurait pu faire quelque chose de sélectif. Mais là, dans l'effluent de Carnoules, pour ce type de procédé, euh, complètement, en fait, où on n'essaye pas de moduler le pH artificiellement, mais vraiment seulement avec la réaction biologique, on n'a pas réussi à séparer. Voilà, donc ensuite, eh bien, dans le cadre d'un projet cofinancé par l'ADEME, on a pu travailler sur site. Donc, c'était le projet Compass. Je vais aller rapidement. Donc, on a fait une augmentation d'échelle et on a pu montrer que ce genre de bioréacteur était assez robuste pour tourner sur site. Et donc, avec un apport de glycérol seulement, faire remonter le pH, précipiter complètement le zinc et l'arsenic et possibilité de séparer du fer. Donc là, en fait, c'était dans le cadre de la thèse de Camila Diaz-Venegas que ça a été réalisé euh, entre 2019 et 2022. Et voilà, donc c'est quand même intéressant, même si on ne précipite pas sélectivement l'arsenic du zinc, parce que précipiter seulement l'arsenic et le zinc et pas le fer, dans ce type de DMA, ça peut être intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on voulait choler, si on voulait traiter par cholage, le DMA entier, on aurait énormément de boue très riche en arsenic, donc énormément de déchets toxiques, parce que les boues de cholage, elles sont très volumineuses. Et là, du coup, elles seraient très contaminées avec l'arsenic. Donc, si on fait un petit traitement par sulfatoréduction en amont et qu'on élimine bien l'arsenic et le zinc, eh bien, ça permettrait d'ensuite de choler le reste du fer en économisant du glycérol, c'est-à-dire on n'essaye pas de précipiter le fer avec la sulfatoréduction, mais ça permet que au moins les bouts de cholage ensuite soient assez propres et ne soient pas considérés comme des déchets toxiques. Voilà l'intérêt. Voilà, donc bon, je vais pas détailler le suivi de la microflore, même si ça serait intéressant. Et donc, je vais aller vite aux perspectives. Donc, les perspectives, bien sûr, ça serait d'augmenter en échelle sur Carnoules. Bon, pour l'instant, on n'a pas trouvé de voie comment dire, on n'a pas de financement, mais on essaye d'en trouver pour continuer sur Carnoules, oui, sur Carnoules avec la sulfatoréduction. Ensuite, eh bien, dans les perspectives, eh bien, il y aurait la récupération de l'antimoine aussi, parce qu'on a commencé à travailler sur le sujet. L'antimoine précipite très bien aussi avec les sulfures. Et donc, ça serait, comme c'est en plus un élément critique, ça serait super intéressant de pouvoir développer des choses avec l'antimoine. Voilà, on a déjà vu que ça peut marcher. Ensuite, le défi, c'est d'arriver à séparer l'antimoine de l'arsenic quand on a les deux, ce qui est souvent le cas sur les sites miniers. Et puis, trouver des substrats alternatifs pour les sulfatoréductrices aussi, parce que le glycérol, ça coûte cher. Et quand on a un petit DMA, si on pouvait par exemple utiliser de la biomasse végétale qu'on produit sur le site par phytostabilisation de déchets, par exemple, ben, ça pourrait être quelque chose de aussi une petite étape intéressante à développer. Voilà, et c'est ce qu'on a commencé à faire, mais à tout petit volume au laboratoire, et ça fait partie des perspectives. Voilà. Je m'excuse d'avoir été un petit peu trop long et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci. Merci, Chadienne. Alors là, on va passer aux questions. J'en vois une pour le moment sur ce sujet-là, mais d'autres vont certainement venir. Y a-t-il une valorisation possible pour l'arsenic précipité?
de la part Alors, d'Encas Picova? l'arsenic, c'est un élément qui n'avait pas beaucoup de valeur jusqu'à il y a quelques années. Enfin, même, je pense maintenant, parce qu'il est très toxique et qu'il y en a beaucoup partout. Il y a beaucoup de mines. Il y a eu des mines d'arsenic en France, Salsigne, Matra, etc. Donc, il y a beaucoup de stocks. Après, l'arsenic est devenu critique parce que, il est utilisé dans certains procédés et que, voilà, il a un certain niveau de criticité, mais sans doute, il faut avoir un arsenic très pur. Et je pense que ce qui serait intéressant, et peut-être avec des bactéries, ça serait quelque chose de faisable, ça serait d'essayer d'avoir des précipités d'arsenic assez purs et qui ont des propriétés particulières, par exemple des nanoparticules d'arsenic, qui pourraient peut-être, par voie biologique, être générées et avoir des propriétés intéressantes pour certaines applications industrielles. Mais pour Alors, l'instant, oui. non, non, vas-y, finis. Oui, pour l'instant, par rapport à tous les stocks d'arsenic qu'on peut avoir et qui ont été, enfin, c'est un élément qui avait très très peu d'utilisation par rapport à la production. Bon, c'est un peu marginal par rapport à d'autres éléments, beaucoup moins intéressant pour l'instant, je pense, que l'antimoine, par exemple. Alors, il y a Laurent qui pose une question, mais qui revient souvent, de toute façon, quand on travaille dans les procédés biologiques, c'est est-ce qu'il y a un risque de colonisation du site par les bactéries lorsqu'on travaille, qu'on fait des essais sur des sites, sur des bassins? Voilà. Mais disons que, en fait, notre démarche, c'est toujours d'utiliser les bactéries du site, de ne pas apporter des bactéries qui viennent d'ailleurs. Par exemple, à l'Opérec, ben, les biofiltres, on a montré au laboratoire que ça marchait très bien avec les bactéries qui sont déjà présentes dans l'eau qui sort de la galerie. Et c'est ce qui a été fait. Tout est inoculé avec les bactéries du site. Et sur Carnoules, même démarche, hein. On a enrichi les bactéries, les sulfato-réductrices provenant du site, on les a amenés au laboratoire pour faire tous nos tests et c'est cet inoculum-là qui a été utilisé sur le site. Donc en fait, il y a, en utilisant cette démarche, il n'y a pas de risque qu'on apporte, qu'on perturbe la biodiversité naturelle du site. Alors, bah, donc il n'y a pas d'autres questions, mais moi j'ai peut-être une question pour toi, Fabienne. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, donc tu nous as parlé de la précipitation des métaux par l'H2S produit par des bactéries sulfato-réductrices. Donc la première partie, c'était vraiment sur quelque chose un procédé actif. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal de procédés hydrométallurgiques qui utilise la précipitation par les sulfures, enfin la précipitation des sulfures métalliques pour séparer les métaux justement. Est-ce que ces BSR pourraient être utilisés en remplacement de l'H2S synthétique gazeux qu'on achète et qu'on utilise classiquement dans les procédés hydrométallurgiques, ou est-ce qu'il y a des limitations quand même peut-être en termes de capacité, de débit, de rendement, etc. Euh, Disons que la limite avec les BSR, c'est c'est souvent lent à se mettre en place, parce qu'on a vu en fait, hein, l'expérience qu'on a faite sur Carnoules, en fait, elle a super bien marché parce que la phase d'inoculation a été énormément ralentie, allongée par rapport à ce qu'on avait prévu à cause du Covid. C'est-à-dire qu'en fait, le réacteur, il a été inoculé pendant 4 ou 5 mois à très faible débit. Et en fait, ça s'est révélé être un atout parce qu'on a développé un biofilm super résistant. Et après, quand on l'a transporté sur site, on a l'impression qu'il n'y avait rien qui pouvait le perturber. Moi, je pensais qu'au bout de 2 semaines sur le site, on aurait tout perdu. Et en fait, elles ont résisté à des entrées d'air, elles ont résisté à des arrivées de fer ferrique, alors que c'est pas ça leur plaît pas. Enfin, donc, mais par contre, il faut leur laisser le temps, il faut laisser se développer le biofilm. euh, voilà. Et après, ce qui est sûr, c'est que ben, il faut voir, je pense, au cas par cas. Si on a un site avec plein de sulfates et où on a une facilité pour amener un donneur d'électrons, autant fabriquer la H2S in situ parce que ben déjà, ben ça évite d'apporter des produits d'ailleurs et donc d'avoir à manipuler des grosses quantités de produits très toxiques, etc.
Je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant. C'est développé par la société PAC qui Mhm. utilise ce système. Je ne sais plus si c'est en Hollande ou en Belgique où ils ont un système comme ça pour traiter une eau souterraine riche en zinc depuis des années. Ils font ça, Mhm. ils fabriquent le sulfure in situ parce que ben, ils ont très bien maîtrisé leur bioréacteur et donc c'est tout l'intérêt, c'est d'utiliser le sulfate qui est déjà présent sur le site en fait. Bah, alors, tu cites la société PAC pour ce cas d'une eau souterraine, c'est aussi utiliser leur procédé, leur bioprocédé et déployer aussi sur une usine de raffinage de zinc pour le traitement des effluents, pour justement l'élimination des sulfates. L'avantage, c'est qu'ils fabriquent du soufre qui est beaucoup moins volumineux que les classiques, le gypse qu'on obtient classiquement par cholage. Oui, oui, Donc, tout à fait. Puis ça permet de descendre beaucoup plus bas que le gypse. mm, Parce que le gypse, la solubilité, c'est, je sais plus, 1 et quelques, 1,3 ou 1,2 grammes par litre. Avec les BSR, il n'y a pas de limite, on descend à zéro, hein, mm. en sulfate. Mais par contre, le problème, c'est qu'il faut les nourrir. Et c'est toujours le donneur d'électrons qui pose problème parce qu'il a un coût. On a vu hein, sur Carnoules le coût du glycérol. C'est pour ça que on n'est pas encore allé jusqu'au bout exactement du calcul de balance coût-avantage et tout ça. Parce que là, pour l'instant, il n'y a rien qui est fait. Mais le jour où on fait quelque chose, à mon avis, si on fait la balance entre les quantités énormes de boue d'oxyde de fer riche en arsenic qu'on produirait si on traitait tel quel, et l'avantage d'enlever l'arsenic en premier, je pense que ça vaut le coup quand même d'enlever l'arsenic. Alors, Alors, Hergé Mur rebondit. Je ne sais pas si on peut passer à la question suivante. Les sulfures sont très insolubles, mais les précipités sont très fins, dit-il. Euh, Qu'en est-il de l'agglomération? Est-ce qu'ils sont sensibles à l'agglomération? Alors en fait, les sulfures, ils sont très peu volumineux par rapport aux oxydes, justement. Enfin, c'est tout, ça prend pas beaucoup de volume. On va colmater beaucoup moins vite avec des sulfures, un filtre. Alors après, au niveau de la décantation, mais je pense que ça décante pas Donc mal c'est aussi, hein. Ça décante pas mal. voilà, donc il faut J'ai récupérer pas, pour. c'est juste voilà quoi, ce que j'ai pu voir sur les expériences qu'on a fait au laboratoire, mais ça décante bien et ça filtre très bien. C'est très très fin et c'est dense par rapport à des oxydes. Ouais. alors peut-être qu'on peut finir par une dernière question, puisqu'il nous reste une minute. Une question sur les avantages limites de l'utilisation de bactéries pour oxyder l'arsenic 3 par rapport à d'autres voies d'oxydation. Oui. Quels- Ben, là en fait, je pense que si on a un cas d'étude avec plein d'arsenic 3 euh, et, et un besoin d'oxyder, moi je dirais la catalyse biologique, c'est idéal, quoi. Parce qu'en fait, ben, les bactéries se nourrissent d'arsenic, donc il n'y a rien à ajouter à part apporter de l'oxygène. Et éventuellement réguler le pH. Parce que, en fait, l'oxydation de l'arsenic, ça acidifie. Et donc, si on a quelque chose qui est super concentré, qui a des grammes par litre d'arsenic 3, on va arriver très vite à inhiber les bactéries à cause de l'acidité. Encore que là, récemment, on a vu avec Catherine Julian, c'est elle qui l'a trouvé, il y a une publication qui est sortie sur une bactérie acidophile qui oxyde l'arsenic 3, donc qui pourrait peut-être prendre le relais. Mais voilà quoi, parce que l'oxydation, par exemple, quand il y a des endroits où ils font de la potabilisation pour enlever l'arsenic et qu'il y a de l'arsenic 3, ils utilisent du permanganate, ils utilisent, voilà quoi, c'est des coûts en produits chimiques, alors que là, la catalyse biologique, que ça fonctionne très très bien et les bactéries, elles se nourrissent avec l'arsenic 3, quoi. Donc, pour moi, ça a vraiment tout avantage. Et après, la limite, par exemple, on avait vu, ben, Anne Gwenal, tu te rappelles, c'était le projet Cobias, c'est si on veut faire de la potabilisation, il faut faire une étude pour montrer que ce ne sont pas des bactéries pathogènes. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est toujours le problème. Même si on sait que ce Mm. sont des bactéries, ce sont vraiment des bactéries, la biomasse reste très faible, même si, enfin bon, oui, c'est encore une barrière supplémentaire.